Bonjour à tous. Presque 150 ans après sa mort et à l'occasion de l'exposition qui lui est consacrée au musée de la vie romantique, nous parlons jusqu'à jeudi de Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, dont nous avons raconté la vie difficile, une vie de poète maudit, et pour cause, il en est même le modèle absolu pour le pire, ou bien peut-être pour le meilleur. Serait-il en effet aujourd'hui une telle icône si le général Opic, son beau-père, ne l'avait placé sous tutelle et acculé dans un mouvement de paternalisme à une misère paradoxale, puisque sur un compte en banque l'attendait intouchable la petite fortune que lui avait léguée son père biologique. Nous l'avons vu hier avec Isabelle Viéville de Georges. Jeudi, nous irons donc visiter cette exposition, l'œil de Baudelaire. Deux de ses commissaires nous ouvriront ses portes, Charlotte Manzini et Robert Kopp. Et puis demain, c'est sur la question de la modernité chez ce poète que nous interrogerons Mathieu Vernet, car si Baudelaire semble regretter le passé, regretter les moyens de communication modernes, la grande vitesse et sa vulgarité, il est aussi celui qui ouvre de nouvelles voies en littérature et qui ne cesse de décrire et d'arpenter les rues du Paris moderne d'Haussmann, éclairé au bec de gaz. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons visiter Paris par les yeux de Baudelaire, lui qui a vécu dans une quarantaine, une cinquantaine même peut-être de ces rues. Ce sera avec l'écrivain Didier Blonde, auteur de Baudelaire en passant chez Gallimard. Et puis en seconde partie, il sera rejoint par Michel Deguy pour son essai La Pietà Baudelaire. Bienvenue à tous. Et bonjour Didier Blonde. Bonjour. Vous êtes romancier et essayiste. Le romancier de L'Inconnu de la Seine en 2012 et l'essayiste de Leila Mahi 1932, prix Renaudot Essai en 2015, tous deux aux éditions Gallimard. Et puis vous êtes l'auteur d'un autre essai, d'une autre enquête, pourrait-on dire, Baudelaire en passant, je vous le disais, publié en 2003. C'était dans la collection L'un et l'autre de Jean-Bertrand Pontalis, également aux éditions Gallimard. Et c'est un livre où vous allez sur les traces, finalement, de Baudelaire dans Paris. Vous cherchez d'abord à retrouver l'ensemble de ces domiciles parisiens, Didier Blonde. Oui, comme vous l'avez dit, il y a fort à faire, parce qu'il y a un C'est grand 40 nombre, ou 50 un alors. grand nombre d'adresses. On en répertorie, c'était Claude Pichois qui avait fait ça, un petit peu plus d'une quarantaine d'adresses sûres. Mais comme, par exemple, dans une de ses lettres, en 1855, il dit... ce dernier mois, j'ai déménagé 6 fois, et ce sont des adresses qui sont perdues. Il faut donc, je crois, en ajouter beaucoup d'autres qui nous resteront impossibles à trouver. Elles sont quasiment infinies, sans compter les nuits passées chez un ami, comme ça, à la sauvette, souvent pour fuir les créanciers. Vous voyez Paris différemment maintenant. Ça fait longtemps déjà que vous avez écrit ce livre, mais que vous avez écrit justement, que vous êtes allé chercher Baudelaire dans toutes ces rues de Paris. Alors différemment, si j'ai fait ce livre, c'est parce que j'étais moi aussi parisien de longue date et que au fur et à mesure des années, chacun écrit en grande partie sa vie à travers ce cadastre des rues. Donc je me suis aussi beaucoup retrouvé à travers Baudelaire. Et en essayant de retracer son itinéraire, j'ai rencontré des thèmes qui me sont chers. C'est faire très souvent l'expérience du deuil, de tomber dans cette mélancolie qui vient beaucoup de sa nostalgie de ce Paris disparu qu'il avait connu pendant son enfance. Et c'est vrai qu'en retournant sur ses traces, au fond, on fait la même expérience que lui. Parce que, je n'ai pas fait le décompte, mais s'il y a une adresse sur 2 qui a survécu, c'est le grand maximum. La plupart du temps, on arrive devant des endroits qui ont été complètement transformés, des immeubles disparus, sans parler de la petite maison à la campagne, à Neuilly à l'époque, la blanche maison voisine de la ville qui, évidemment, vous imaginez bien, maintenant n'a plus rien à voir. Mais même dans des quartiers de Paris où on retrouve les adresses, souvent ce sont des façades. L'intérieur a complètement été transformé, toute l'atmosphère du quartier a changé. Il n'empêche, les adresses, qui sont une de mes passions, comme ça, ce sont des mémoires des lieux.
parce qu'on peut se dire qu'il a quand même été ici. Voilà, c'est là que ça s'est passé. Et beaucoup de choses ont été transformées, des noms ont changé, mais parfois on trouve des traces très surprenantes et très très émouvantes. Je pense par exemple à un endroit où il est resté très longtemps, près de la gare Saint-Lazare, là on en reparlera sans doute, rue d'Amsterdam. Il y avait juste derrière le passage Tivoli, qui venait du nom du grand parc d'attractions qui était là entre la gare Saint-Lazare et la Trinité. Évidemment, ça n'a absolument plus rien à voir. Ce passage Tivoli s'appelle maintenant la rue de Budapest. Et il y a encore peu de temps, il y avait un magasin de coiffure, il existe peut-être toujours, je n'ai pas vérifié, qui s'appelle Tivoli Coiffure. Que vient faire le nom de Tivoli ici? Voilà, ça suffit, c'est un tremplin pour l'imaginaire et tout de suite essayer de reconstruire, d'imaginer tout ce quartier. Le nom de Tivoli, pour moi, est lié véritablement à Baudelaire. D'autant que les noms de Paris et les noms des lieux de Paris dans son œuvre poétique sont presque inexistants. Hein. Ça baigne dans Paris, mais c'est souvent la rue, simplement. Et pourtant, le nom de Tivoli est un des très rares à être cité. Donc, c'est une sorte de... Il y a un pouvoir là qui cristallise tout un imaginaire. Alors, vous parlez de deuil, Didier Blonde. Commençons peut-être justement par là, c'est-à-dire par sa tombe. C'est aussi comme ça que commence votre livre. Il a été enterré le 2 septembre 1867. Verlaine était présent et il a rédigé le texte que voici. J'avais accompagné, moi tout jeune et tout obscur, le cercueil de Baudelaire, depuis la maison de santé jusqu'à la nécropole, en passant par la toute petite église où fut dit un tout petit service d'après-midi. L'éditeur Lemaire et moi marchions les premiers derrière le corbillard, que suivaient parmi peu de gens Louis Veuillot, Arsène Housseil, Charles Asselineau et Théodore de Banville. Ces deux derniers prononcèrent quelques paroles d'adieu. Au moment où on descendait le cercueil dans le caveau, le ciel qui avait menacé toute la journée tonna, et une pluie diluvienne s'ensuivit. On remarqua beaucoup l'absence à ces tristes obsèques de Théophile Gautier, que le maître avait tant aimé, et de monsieur le comte de Lille, qui faisait profession d'être son ami. Donc la trace la plus tangible, peut-être aujourd'hui, Didier Blonde, de Baudelaire dans Paris, c'est cette stèle sur laquelle seulement 3 noms, ou peut-être cela fait-il déjà trop de noms, ont été écrits: Jacques Opic, Charles Baudelaire et Caroline Archambault Dufayis. C'est comme ça qu'il faut le prononcer. Dufayis, oui. C'est un peu un vol de la tombe. Oui, il n'y a Baudelaire pas de tombe au nom de Baudelaire. La tombe elle est au nom de Opic. C'est lui qui avait acheté la concession, donc en prévision de son enterrement. C'est lui qui occupe toute la place avec ses titres. Charles, lui, il est coincé, il n'y a presque rien sur lui, entre ce nom, donc, du beau-père, et le nom de sa mère, qui est le nom de jeune fille de sa mère, qui n'est pas le nom de ses 2 maris. Et je remarquais qu'il n'y a pas la tombe du père biologique de Baudelaire, disparu. Hein, c'est aussi sans doute une des grandes fautes qu'il se reproche. Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs. C'est pas simplement la servante au grand cœur qu'il regrette d'avoir négligé, c'est aussi son père. Hein. Et la tombe du père, elle est nulle part, donc il ne pouvait pas aller se recueillir sur sa tombe. Alors sur cette
Pierre Tombal, effectivement, il y a ces trois noms, comme si on avait un peu, effectivement, volé le nom même de Baudelaire. Les poètes n'occupent pas beaucoup de place. Comme si, également, il n'était dans sa dernière demeure qu'en passant, comme il n'a été jamais qu'en passant dans toutes ces habitations dans lesquelles il est resté dans Paris, on l'a dit tout à l'heure 40 ou 50. Peut-être qu'on peut dire d'ores et déjà pourquoi, on s'en doute un peu, mais pourquoi il a déménagé autant? Alors je pense qu'il y a c'est une explication tout à fait circonstancielle, on le sait bien, il devait fuir ses créanciers en permanence. Un petit peu comme Balzac, mais lui c'est puissance 10, Baudelaire. Souvent il s'échappe, il n'ose pas rentrer chez lui aussi, enfin dans un hôtel, il le dit à plusieurs reprises, parce que il est incapable de payer la pension. Donc il se réfugie, la rue est un lieu de refuge qui lui permet de disparaître, de devenir invisible. Ça c'est une première explication, et elle est très importante bien sûr. Je crois que profondément, il le dit, il avait l'horreur du domicile. Il était une instabilité, il fallait sans cesse qu'il se déplace. Et ça, c'est inscrit profondément dans sa personnalité. Y compris quand il reste chez lui, il faut sans cesse qu'il change les meubles. Du temps où il a encore suffisamment d'argent pour s'acheter des meubles nouveaux, il les fait tourner. Il les fait tourner, il en achète. Il en achète tellement qu'il est incapable de payer. D'ailleurs, on se demande où il les met. Il y a aussi là des témoignages qui disent qu'il y a souvent des déménageurs qui apportent des meubles, tandis qu'il y en a d'autres qui vident l'appartement pour faire un petit peu de place. Oui. Alors cette tombe, revenons-y un petit peu, on y voit quand même le nom de Charles Baudelaire, même s'il est enserré entre deux autres qui ne sont pas véritablement les siens. Et ce nom de Baudelaire, vous vous y arrêtez dans votre livre, car il est souvent mal orthographié, et c'était pour Charles Baudelaire un souci, un agacement. Oui, plus que ça, et souvent une contrariété très forte, une fureur. Il a des mots très durs pour les gens qui écorchent, estropient son nom, Comment écrivent-ils Baudelaire? Comme souvent d'ailleurs, on le trouve encore maintenant. Souvent, je ne parle pas des lycéens qui apprennent Baudelaire, c'est souvent comme effectivement on l'imagine et on l'associe, beau sur l'adjectif beau, avec un E supplémentaire, un E de trop, qui a permis tous les jeux de mots. Et je pense que lui aussi a été plaisanté tout jeune avec ce nom. Alors qu'il faut le rappeler, Baudelaire, B-A-U. B-A-U, oui. Il en donne l'étymologie, alors elle est sans doute un peu fantaisiste, le Baudelaire qui serait une sorte de vieux sabre. Alors évidemment, ça impressionne davantage. Mais c'est un nom qu'il a mis énormément de temps à porter et qu'il a utilisé pour signer ses premières œuvres très tardivement. Les premières sont anonymes et puis pendant longtemps il a pris le nom de sa mère, pas le nom du père, le nom de sa mère, auquel il a accolé à un certain moment le sien avant de le revendiquer véritablement. Allez, retournons dans Paris. Quand il écrivait, Paris était certainement un des phénomènes humains à la fois les plus extraordinaires et aussi les plus immédiates. Songez que c'était la ville de la misère la plus profonde, celle qui regroupait dans les faubourgs ces êtres qui avaient été arrachés à leur campagne et qui n'avaient donc plus le bénéfice des anciennes structures religieuses, sans pour autant former déjà une communauté vivante. En même temps, et par un contraste violemment marqué, c'était la ville des élégances les plus extrêmes du siècle, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus raffiné, de beaucoup plus mystérieux même que ce que nous connaissons dans notre époque. C'était donc aussi la ville du rêve, ville de violence, ville d'émotion et ville de rêve. Tout cela était tellement présent dans la rue, là où Baudelaire marchait, là où il a écrit ses petits poèmes en prose. Tout cela était si présent que Paris était certainement quelque chose comme le prisme à travers lequel l'expérience poétique
la plus simple, l'intuition poétique la plus fondamentale, pouvait se voir grossie, révélée, déjà préparée pour l'écriture et la réflexion du poète. Yves Bonnefoy dans cette archive de 1980. Paris, Didier Blonde, c'est en effet cette ville fascinante, plus inattendue et extrême que celle que nous connaissons aujourd'hui, sans doute. C'est là que son histoire s'est écrite. C'est cette ville qui l'a aussi façonnée. Oui, on pourrait dire que presque tout Baudelaire est dans Paris, et Paris c'est Baudelaire, hein, les deux se confondent presque. C'est là qu'il a bien sûr vécu, il a évolué, et c'est une ville qu'il a, disons, habité en poète. C'est Charles Asselineau, son meilleur ami sans doute, hein, celui qui a écrit la toute première biographie immédiatement après sa mort, qui fait remarquer que avant de voir une œuvre écrite, qu'il va contribuer à publier, il y a une œuvre vécue. Il utilise cette expression, une œuvre vécue, une œuvre parlée, une œuvre vécue. Et cette expérience entièrement nouvelle du poète, Baudelaire l'a ressenti tout au long de sa vie à travers Paris. Sans Paris, Baudelaire n'existerait pas. Il y a quelques poètes, hein, Nerval qui l'a immédiatement précédé, mais là il y a véritablement l'invention d'une nouvelle poésie grâce à ce décor très particulier qu'il est en train de vivre et qui est l'immense chantier haussmannien, qui a commencé d'ailleurs même un petit peu avant, et dans lequel il va se trouver véritablement la nouvelle forme de sa poésie. Et d'ailleurs la ruine, le chantier, la démolition, c'est au cœur de son œuvre, comme c'est partout autour de lui dans Paris. Il faut se rappeler cette ambiance aussi de Paris. Voilà, à ce moment-là, ce sont d'immenses chantiers, justement. Oui, gigantesques, qui ont commencé déjà avec Rambuteau en 1830, mais évidemment le Second Empire va donner une ampleur considérable à cela, et Baudelaire y vit cela. Il le vit avec un sentiment de deuil. Et c'est ça le spleen de Paris, alors? Oui, une grande partie, tout à fait, hein, avec ce sentiment d'oppression, il en parle. Hein. Et il y a un lieu privilégié, c'est dit tellement magnifiquement, cette expérience très très forte dans le poème Le Cygne, hein, qui est un des plus beaux poèmes de Baudelaire, au cœur même de Paris, là, sur ce nouveau carrousel, qui pour nous maintenant est absolument inimaginable. C'est là qu'il inscrit véritablement qu'il le dit le plus explicitement. Parce que le Cygne se salit finalement à la boue de Paris. Oui, plus que ça, il est en exil de son beau lac natal, comme il dit. Le Louvre, tel qu'on le connaît maintenant, était pas du tout ce qu'on peut voir. Le centre du Louvre, là où se trouve l'Arc de Triomphe du Carrousel et la pyramide de Paye, au fond, c'était tout un quartier insalubre qui était plus ou moins squatté par la bohème romantique, par des ouvriers. Balzac en fait une description dans La Cousine bête, qui depuis longtemps devait être rasée pour permettre la construction de l'aile symétrique du Louvre, qui n'était pas encore construite, hein, celle qui borde la rue de Rivoli. C'est tout à fait inimaginable pour nous, ça. Et Baudelaire, il a vu ça, et il évoque dans Le Cygne ce chantier, là, précisément, qui lui rappelle donc ce sentiment d'exil. Mais tu lui rappelles son enfance. Est-ce que c'est ça qu'il a perdu avec le vieux Paris? Est-ce que c'est son enfance? Oui, il est nostalgique du vieux Paris. C'est ce qu'il a en commun avec le graveur Mérion, par exemple, hein, d'autres aspects. C'est un nostalgique profond, même s'il peut être moderne et inventer quelque chose de tout à fait moderne. Mais là, oui, et Le Cygne est comme il le dit, un mythe étrange et fatal, cette figure de tous les exilés. Hein, après, il déroule la liste, la négresse, la maigrie ephtysique, les orphelins, etc. Tous ces exilés, qui sont des exilés dans l'espace, qui ont perdu leur pays natal. Lui,
il est un exilé sur place. Il est un exilé du Paris qu'il a connu avant. Et en même temps, il va habiter, justement, vous le disiez, près de la gare Saint-Lazare, qui est vraiment le Paris dans toute sa modernité. D'ailleurs, la gare, ça représente en soi la modernité à l'époque. Il n'aime pas quand même ce nouveau Paris, on a l'impression que si. Si, bien sûr, aussi. Oui, vous avez raison. La gare Saint-Lazare, c'est là, et rue à l'hôtel de Dieppe, la rue d'Amsterdam, qui est au bord de la gare Saint-Lazare. C'est le lieu de la modernité par excellence. Cette gare qui vient juste de se construire, mais le chemin de fer et tout ça, on sait qu'il en parle beaucoup. Simplement, Saint-Lazare, c'est relié avec Honfleur. Son grand rêve, le projet toujours ajourné dont il parle sans cesse, c'est de s'établir à Honfleur, enfin de trouver une vie stable auprès de sa mère, ce qu'il ne fera quasiment jamais. Il y a passé quelques jours, quelques semaines tout au plus, mais il en parle sans cesse pour essayer d'écrire un peu plus dans le calme, dans le repos. Oui, la gare Saint-Lazare, là encore, qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît maintenant, qui a été un quartier entièrement aménagé, mais il habitait là, et c'est le domicile dans lequel il a été le plus longtemps, presque 5 ans, ce qui est un exploit pour lui. Je fais une parenthèse parce que vous parlez de la ville, mais vous parlez aussi de l'architecture, de l'architecture des poèmes. Et vous dites, Baudelaire, au fond, c'est plus un architecte qu'un ouvrier. Qu'est-ce que vous entendez par là, Didier Blonde ? Alors, de cette vie de passant, de cette vie, on va dire, très instable, même si c'est un travailleur, il se reproche depuis la petite enfance sa paresse. Il reporte toujours au lendemain le travail. Je pense que ça a conduit aussi, ça c'est circonstanciel, je pense qu'il y a des raisons plus profondes évidemment, mais à une forme d'écriture brève qui est privilégiée. Et dans la poésie, l'écriture brève par excellence, c'est le sonnet. Et le sonnet, il en a écrit énormément. Je pense que le sonnet, ça devait le rassurer. Parce que le sonnet, c'est d'abord, avant tout, avant même qu'on sache ce qu'on va y mettre, une architecture. Il y a les 14 vers, voilà. Et on peut travailler jusqu'à l'obsession à cela. Alors que des poèmes plus longs, il en a écrit quelques-uns, très très peu. Le plus long, d'ailleurs, c'est Le Voyage, qui clôt Les Fleurs du Mal et qu'il a écrit précisément à Honfleur. Mais sinon, ce sont souvent des sonnets. Et il y a d'abord cette architecture. En plus, ça correspond à son goût de ce qui est bref, court, qui pour lui, il part de la beauté pythagorique du sonnet, qui est une sorte de modèle réduit. Ça correspond tout à fait à son esthétique. Je pense que cette architecture, oui, il l'aime beaucoup. Dans les nuages, il voit une architecture. Dans les tableaux de Mérion, il voit une architecture. Les échafaudages qui sont sur Paris sont une architecture ajourée qui le séduit énormément. Exactement, quand il parle de la beauté paradoxale des échafaudages qui sont autour des monuments et que lui trouve presque plus beau que ces monuments. Oui, tout à fait. Donc, d'abord, il a vécu parmi ça, et il a des très très belles pages sur les échafaudages qui sont dessinés par Mérion, parce que c'est à la fois, disons, une architecture lourde, forte, et en même temps ajourée, qui est fugitive aussi. Oui, éphémère. Alors la ville, elle est rarement décrite en soi. Chez Baudelaire, elle est toujours pleine des sentiments de ses habitants, comme quand par exemple il parle de la profondeur des perspectives augmentées de tous les drames qui y sont contenus. Donc Paris est toujours une métaphore d'autre chose ? Alors, c'est un Paris qu'il observe et qu'il voit véritablement. C'est-à-dire, en gros, il y a 2 points de vue privilégiés. Il y a un point de vue panoramique, quelques poèmes panoramiques, paysages, des crépuscules, les 2 crépuscules du soir et du matin, un peu d'autres textes, où il embrasse effectivement là aussi l'architecture, les balcons du ciel, etc. Et puis le Paris qui est le Paris de la rue, du pavé. Il a habité d'ailleurs tantôt tout à fait en haut, l'hôtel de Dieppe, l'hôtel Pimodan, etc. Soit les sous-pentes, soit les rez-de-chaussée, c'est ce qu'on dit en général. Oui, parce que les poètes ont la tête dans les nuages, souvent quand on sait pas. Ou parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent aussi, peut-être. C'est aussi ça, oui. Et il parle, les tableaux parisiens s'ouvrent avec les 2 mains au menton du haut de ma mansarde. Donc il y a ça qui permet l'élévation aussi vers le ciel. Mais
ce qui est peut-être de plus caractéristique, c'est ce Paris du pavé, c'est-à-dire le pavé de la rue. La rue est par excellence le lieu parisien, le lieu de la rencontre poétique. C'est là que tout se passe. Et on peut dire que la modernité poétique de Baudelaire vient précisément de... c'est un homme de la rue, voilà, et il va exploiter poétiquement tout ce qu'il rencontre. La rue où parfois on croise des visages. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, sans grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa. D'une main fastueuse, sous le vent, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. À une passante, lue ici par Denis Podalides. C'est donc un marcheur, c'est aussi un regardeur de visage, notamment Didier Blonde. Oui, toutes les rencontres qu'il fait dans la rue, effectivement, c'est cette femme qui est une sorte de découverte de la beauté moderne, incarnée, telle qu'il la découvre dans les rues de Paris, fugitive beauté. Mais ce sont, il le dit, voilà, c'est tout ce qu'il rencontre dans Paris, ce sont des allégories. Tout pour moi devient allégorie. Ça, c'est une très grande nouveauté aussi. Il va en faire des symboles, s'intéresser à tous ceux que on laisse pour compte. Yves Bonnefoy parlait tout à l'heure, tout ce peuple des misérables. Ce peuple aussi qui hantait les romans feuilletons de l'époque, qu'il rêvait d'écrire, les escrocs, les prostituées, les criminels, le monde du vice, mais le monde de la misère aussi. Et il y a chez lui presque une équivalence dans les poèmes en prose. Il utilise l'expression poésie et charité, cette dimension compassionnelle pour toutes ces ruines. C'est le thème qu'il utilise pour les petites vieilles, dans lesquelles il se reconnaît. Ruine, ô ma famille, au cerveau congénère, dit-il à propos de ces petites vieilles. Le vieux saltimbanque aussi, complètement laissé, dans lequel il reconnaît le poète qui a été devenu aphasique. Dans lequel il se reconnaît. Il se reconnaît lui-même. Enfin, il reconnaît son futur peut-être. Donc il y a à la fois la vision panoramique, on disait architecturale, mais aussi cet intérêt, cette sensibilité, cette empathie pour tous ceux qu'on appelle le peuple un peu des parias. Et puis il y a le Jardin des Tuileries, c'est par là que s'achève votre livre. Manet a fait figurer Baudelaire parmi la foule des promeneurs dans son célèbre tableau La musique aux Tuileries. Vous y êtes vous-même retourné, vous y avez retrouvé Baudelaire aussi. Oui, alors évidemment, les Tuileries, le Jardin des Tuileries a sans doute moins changé que ces domiciles disparus. Ah bah si, il y avait des maisons à l'époque qui ont été détruites, etc., etc. Puis il y avait quand même le château des Tuileries. Voilà, c'est le château des Tuileries qui a disparu avec la Commune. Il y a d'ailleurs actuellement une exposition consacrée aux fêtes du Second Empire qui sont une sorte d'envers un petit peu de Baudelaire, là, cette vision que Baudelaire donne et qui sont très intéressants à comparer. Jardin des Tuileries, c'est un jardin où il s'est beaucoup promené. Oui, il y a le fameux tableau de Manet, qui est presque une manifeste du réalisme. On le reconnaît pas tellement. On le voit à peine. Alors c'est très intéressant parce que c'est un visage quasiment estompé, effacé.
savez qu'il s'est fait photographier et beaucoup, oui. Formidable. Lui qui a rejeté complètement la photographie est sans doute l'artiste qui a été le plus photographié et qui a les plus belles photographies. Les photographies dont il rêvait, qui sont formidables, sont celles qui, dit-il, ont le tremblé d'un dessin. Or, dans le tableau de Manet, c'est presque un profil, là, c'est, je crois, la meilleure illustration de ce qu'il est. Cette espèce de présence presque fantomatique dans Paris. La Compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Didier Blonde, vous restez avec nous. Dans un instant, nous allons accueillir Michel Deguy. Mais avant cela, je ne sais pas si vous vous promenez parfois du côté du métro Jourdain. Baudelaire n'a pas vécu si haut dans Paris. En tout cas, si vous y allez, c'est là que se trouve la librairie L'Atelier de Georges-Marc Habib, qui, quand il n'est pas dans ses rayonnages, s'occupe aussi de la revue Page des libraires. Bonjour Georges-Marc. Bonjour Mathieu. Et donc chaque jour, à 15h30, vous le savez, nous allons voir ce qui se passe du côté des revues. Et pour nous réchauffer, vous nous avez trouvé une curiosité qui est, ma foi, assez réconfortante dans l'automne. Cet automne humide qui s'annonce, et puis peut-être avec un hiver froid. J'ai trouvé un livre qui, moi, m'a vraiment inspiré. Et puis quand je pensais à Baudelaire, je me suis dit, pourquoi pas aller chercher de la poésie là où éventuellement elle ne se trouve pas, c'est-à-dire dans la nature. Ça s'appelle L'Homme et le bois. C'est un auteur scandinave qui s'appelle Lars Mytting, qui a édité chez Gaïa ce livre incroyable, qui est une somme sur comment l'homme s'approprie le bois, qu'est-ce qu'il en fait pour se chauffer, notamment pour se chauffer. D'ailleurs, dans les pays scandinaves, c'est surtout ça. Et donc, il y a des gens qui passent tout leur printemps à préparer leur hiver, notamment en allant chercher du bois printanier, l'installer en pile pour le faire sécher et pour après l'utiliser tout l'hiver pour se chauffer. Donc Lars Mytting, lui, nous fait vraiment un parcours dans les pays scandinaves, en Suède, Norvège, de tous ces travailleurs du bois, de tous ces passionnés du bois qui en font vraiment leur outil et leur principale source d'énergie. C'est assez génial, assez précurseur en termes d'économie d'énergie et assez bienveillant sur la nature environnante. Donc moi, franchement, c'est une vraie balade poétique pour moi que cette découverte autour du bois. Vous voyez de la poésie partout. Vous voulez nous faire partager une autre découverte, Georges-Marc, du réseau des libraires de votre réseau? Oui, les libraires ont découvert et m'ont fait découvrir en tout cas un bouquin assez génial en jeunesse, un livre CD où sont mis en musique par trois jeunes auteurs, trois jeunes artistes que sont Domitil Lutz, Arnaud Rie de Crayoncourt et Marc Demey, 15 poèmes de Prévert qu'ils ont comme ça alimentés avec une musique moderne, mais en même temps qui peut parler à tout le monde, c'est-à-dire des petits et aux grands, mélangeant du jazz, de l'électro, de la musique classique. C'est vraiment assez passionnant. C'est 15 textes de Prévert qu'on connaît ou qu'on connaît moins. Par exemple, chanson Bim Bam ou Les Feuilles Mortes qu'on connaît plus. Et puis, ils ont mis en musique aussi un des dialogues des Enfants du Paradis, ce qui donne quelque chose d'assez étonnant, voilà, quelque chose de réjouissant pour justement peut-être amener les enfants à s'occuper et à se préoccuper un petit peu plus de poésie. Prévert, c'est bien pour ça. Et pour finir, une somme et un projet éditorial de longue haleine. Moi, je ne voulais pas quand même passer à côté de cet énorme projet éditorial qui a réuni 130 spécialistes dans tout domaine, mené par un historien, Christophe Charles, et un sociologue, Roland Jean-Pierre, autour de la vie intellectuelle en France. Si Baudelaire est bien quelqu'un qui peut peut-être aussi nous parler de cette vie intellectuelle, Baudelaire est aussi un des repères de cette vie intellectuelle en France. Eux, ils nous font en 2 tomes, 1500 pages, la vie intellectuelle en France de la Révolution à 14 et de 14 à nos jours. Tout ça pour nous réconforter sur ce que c'est que la vie intellectuelle. Aujourd'hui, on entend beaucoup de gens très pessimistes sur les intellectuels, les nouveaux intellectuels. Eux nous disent, mais regardez, l'histoire, on a retenu certains, on a oublié d'autres qui étaient peut-être importants à leur époque, mais qui ont disparu aujourd'hui. Certains qu'on ne connaissait pas à l'époque et qui aujourd'hui
aujourd'hui font partie de nos classiques. Donc tout ça nous offre des perspectives plutôt réjouissantes sur ce qu'a nous a produit peut-être la fin du XXe et nous produit peut-être ce début du XXIe. Et peut-être que les poètes, là aussi, reprendront une place certaine dans cette vie intellectuelle en France. On en est sûr. Merci beaucoup, Georges-Marc Habib. Alors, pour trouver la revue Page, comment fait-on ? Comme d'habitude, dans toutes les librairies du réseau ou sur Internet, pagesdeslibraires.com. On n'y manquera pas. La Compagnie des auteurs poursuit sa promenade dans les pas de Charles Baudelaire, avec à présent le poète et professeur émérite à Paris 8, Michel Deguy, auteur de l'essai La Pietà Baudelaire. Michel Deguy qui aime beaucoup Baudelaire, et cela depuis longtemps, comme l'aimait également l'écrivain François Mauriac. Il l'a dit en 1967 à la journaliste Paul Chavas. Les fleurs du mal m'ont tout de suite apporté, oui, un son nouveau qui était surtout dans une liberté totale de l'esprit. C'est-à-dire que Baudelaire n'a jamais suivi aucune loi préconçue. C'est être attiré par tous les poisons et en même temps, il était ce chrétien. C'est par là, si vous voulez, que Baudelaire a été un maître pour moi, en dehors du poète admirable qu'il a été. Mais si vous voulez, il a été partagé un peu de la manière dont les gens de ma famille d'esprit l'ont été. Ils n'ont rien rejeté de l'héritage chrétien. Baudelaire, malgré tous ces blasphèmes, et peut-être même ces blasphèmes, témoigne à quel point il était chrétien. Vous savez que jusqu'à la fin, il a témoigné de Dieu. Il avait une foi totale, une foi absolue en Dieu. Et en même temps, il a été enfin livré à tous les démons. Mais naturellement, ce qui fait que nous aimons Baudelaire, c'est qu'il était nous-mêmes. C'est qu'en réalité, toute l'époque moderne vit dans Baudelaire. Il a tout connu de notre temps. Bonjour Michel Deguy. Bonjour. Alors Mauriac soulignait ici que Baudelaire avait été jusqu'à la fin un chrétien. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle, on va y revenir, La Pietà Baudelaire. C'est important pour vous, cet aspect chrétien chez Charles Baudelaire ? Certainement. Bien entendu, on ne va pas discuter avec Mauriac. Enfin, non, il est plus là de toute façon pour nous répondre. Baudelaire n'avait aucunement une foi totale en Dieu. L'affaire, c'est qu'est-ce qu'il entend par le piquer dans le but de mystique nature. C'est justement un renouvellement complet à cet égard. Hein. C'est-à-dire, le fleur du mal, bien entendu qu'il est chrétien, les fleurs du mal. C'est-à-dire le mal dont on pourrait dire que la définition c'est que le mal est fait, c'est fondamentalement pour le chrétien, ça s'appelle le péché originel, c'est-à-dire le mal. Bon. Mais Baudelaire, dans ses journaux et ses carnets magnifiques, passe son temps à dire « Ah, je ferais mieux de prier, tout ça ne va pas ». Il y a même des blasphèmes, enfin, je ne sais plus exactement dans la minute, mais une phrase où il dit qu'est-ce que c'est que ce vieux bonhomme, c'est comme l'Autréamont Mallarmé un peu plus tard, Dieu. Donc, c'est absolument pas, mais on ne va pas discuter avec Mauriac. J'en profite quand même pour dire ceci. Si Baudelaire est jusqu'à nous, enfin encore pour quelque temps peut-être, c'est parce que d'une manière ininterrompue, la critique, les lecteurs, les grandes lectures sont passées de Baudelaire à aujourd'hui, et précisément par
Rivière, Paulan, Proust, n'oublions pas Proust. Hein. Et c'est ça qui est extrêmement important. Je ne suis pas sûr qu'il y ait aujourd'hui, malgré nos efforts, de grandes lectures de ce type-là. Il faudrait citer aussi, on va peut-être faire allusion, bien que le nom n'ait pas été prononcé, mais enfin, il était là, le Walter Benjamin. C'est-à-dire, il faut insister sur cette continuité, sans parler de Grothuizen, enfin cette continuité qu'on va appeler, c'est pas la critique, c'est la continuité des grandes lectures. C'est ce que vous faites. Arriver Baudelaire jusqu'à nous. Ça c'est très important, parmi lesquels il y a François Mauriac, même si ça n'est pas un grand lecteur, enfin c'était pour lui, mais je veux dire, il n'y a pas d'œuvre ou de papier ou d'article fondamental de Mauriac. Il a piété pour Baudelaire. Lui s'identifiait sans doute à Baudelaire dans justement son rapport à la fois à l'attrait pour le péché et son respect pour la foi. C'est ça en fait. Mais Baudelaire n'a rien à voir avec ça. C'est même pas, je sais pas si c'est un attrait pour le péché. C'est l'épaisseur. C'est le poème comme fleur du mal. Où est-ce que fleurit le poème, si on peut encore employer, pourquoi pas d'ailleurs cette expression, c'est précisément sur le mal, dans le mal. Hein. C'est pas un attrait comme ça de bambin au confessionnal, comme Mauriac, c'est ça que vous dites. Masturbateur de je ne sais quoi. Là. Non, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire, il affronte, et comme nous aujourd'hui, enfin comme nous, il voit justement arriver la modernité comme épouvante. Tenez, je me rappelle tout à coup une lettre qu'il écrit de Belgique, donc dans le moment, on va dire, de son agonie, les dernières semaines, et qui contient cette phrase où il parle de « Le monde est devenu pour moi inhabitable ». Pourquoi ? Bien entendu, il a eu son accident, mais c'est pas ça, c'est que ce monde, justement, de la transformation de Paris, qui n'est pas d'ailleurs pour le pire, hein, cette espèce de ce qui arrive, qui fait qu'à la fin de ces journaux intimes, ne l'oublions pas non plus, la dernière grande page s'appelle « Le monde », commence par « Le monde va finir », c'est une apocalypse qui emploie les instruments ordinaires, c'est-à-dire que le déluge, qui est la grande figure de l'apocalypse. Le monde va finir. Qu'est-ce que c'est que la fin de monde, ou la fin du monde ? Ça veut dire je vais mourir, bien entendu, mais ça, tout le monde le sait. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe avec ce monde, hein, et qui a été, à l'instant, tellement bien approché dans la promenade parisienne. Et vous-même, qui vous intéressez à l'écologie, peut-être que vous faites là un lien entre le monde qui disparaît et Baudelaire comme il voyait son monde disparaître. Moi, mais si vous voulez, le leitmotiv que j'ai pris, enfin que j'ai érigé en leitmotiv Baudelaire, c'est que pourrais-je répondre à cette âme pieuse ? Notons au passage, on va en parler peut-être, la diérèse fameuse sur pieuse. Mais enfin, c'est la question que j'ai fait comme question de Baudelaire. C'est-à-dire, et ça s'adresse à lui-même aussi, à cette âme pieuse. Que pourrais-je répondre à cette âme pieuse ? C'est la servante au grand cœur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'humanité est pieuse et que le poète l'est, elle ne l'est pas, et sa question c'est qu'est-ce qu'il va dire aux humains ? Alors Michel de Guy, je vous propose justement d'écouter ce sonnet La servante au grand cœur, lu par Denis Lavant. La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse, et qui dort son sommeil sous une humble pelouse, nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs. Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs, et quand octobre souffle, émondeur des vieux arbres, son vent mélancolique alentour de leur marbre, certes, ils doivent trouver les vivants bien ingrats, à dormir comme ils font, chaudement dans leurs draps. Tandis que dévorés de noires songeries, sans compagnon de lit, sans bonne causerie, vieux squelettes gelés, travaillés par le ver, ils sentent s'égoutter les neiges de l'hiver, et le siècle coulé, sans qu'amis ni famille remplacent les lambeaux qui pendent à leur grille. Lorsque la bûche siffle et chante, si le soir calme, dans le fauteuil, je la voyais s'asseoir. Si par une nuit bleue et froide de décembre, je la trouvais tapie en un coin de ma chambre, grave,
et venant du fond de son lit éternel couver l'enfant grandi de son œil maternel. Que pourrais-je répondre à cette âme pieuse, voyant tomber des pleurs de sa paupière creuse? Voilà, en fait, Michel Piccoli, et non pas Denis Lavant, qui a aussi enregistré l'intégrale des poèmes de Baudelaire et qu'a préféré Laurence Millet, la réalisatrice de cette émission. Alors, La Servante au grand cœur, Michel Deguy, et ce dernier vers qu'on vient d'entendre, que pourrais-je répondre à cette âme pieuse, voyant tomber des pleurs de sa paupière creuse? À partir de ce dernier vers, vous avez écrit tout un livre, La Pietà Baudelaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce qui vous a tant intrigué dans ce vers-là et pas un autre pour vouloir intituler un essai La Pietà Baudelaire et y consacrer, et en faire le point de départ de ce livre? Alors, je l'ai pris, érigé en leitmotiv. On peut faire ça avec beaucoup d'autres vers, bien entendu. Mais vous avez choisi celui-là. Oui, bien entendu, parce que je vais redire ce que je dis à l'instant, c'est-à-dire que faire de la piété, que faire de la foi, comment transformer cette affaire-là. Il n'y a pas de il y a d'une part, si vous voulez, une croyance fondamentale, on va dire, du charbonnier, en l'occurrence de la servante, et puis il y a le poète moderne complètement traversé par toute son époque, et il sait bien qu'il est non pieux, lui. Le problème pour la poésie, peut-être pour l'art, c'est que dire à cette âme pieuse? Pendant des siècles, par exemple, n'oubliez pas que qu'est-ce que faisaient les peintres uniquement? Ils représentaient l'histoire sainte. Un peintre aujourd'hui, il ne fait plus des chemins de croix ou des piétas, vous comprenez? C'est vraiment, et il peut se poser la question, qu'est-ce que je vais montrer, qu'est-ce que je vais faire voir? Donc, j'ai pris ça comme leitmotiv. Alors, ça vient aussi, pourquoi ne pas y faire allusion, d'une circonstance, pour prendre un grand mot de Baudelaire, circonstance si ordinaire qu'elle soit, que j'ai vécu, comme on dit, à Saint-Pierre-de-Rome, c'est-à-dire le moment où je vais voir la Pietà de Michel-Ange, et la Pietà, c'est donc cette femme qui étale son fils mort sur ses genoux. C'est ça. Et c'est le moment qu'on appelle la Pietà. Donc, si vous voulez, une des difficultés, des affaires intéressantes, c'est que pitié et piété ont fondamentalement l'affaire, c'est le même mot. Alors, l'expérience souche pour moi dans la vie, comme on dit, en même temps que la lecture de Baudelaire, c'est la Pietà, en tant qu'elle ouvre, elle transforme son fils qui est mourant en monde. Elle ouvre. C'est ça que je dis. Alors, et qui est la Vierge Marie, alors, là, dans votre idée de la Pietà Baudelaire? La Vierge Marie, c'est ce que j'appelle dans le poème la chiffonnière. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'une chiffonnière est une Vierge Marie, une Vierge chiffonnière? Qu'est-ce qui fait... Alors, la question peut-être plus encore sous-jacente, c'est le poème est ce qui fait le rapprochement très étrange entre une sculpture, Pietà, on dit oui, c'est la Vierge Marie qui recueille son fils, et l'ouverture au monde, disons l'espace. Donc, il m'arrive de dire, je crois, dans ce volume, l'espace ou pitié. Et c'est ça le côté gonflé du poème. C'est pas de rapprocher une bouteille avec une autre bouteille, c'est d'essayer d'homologuer, c'est de faire dire quelque chose, de subjuguer sous un même, oboion, qui n'est pas une partie commune physique, ce qui rassemble ou rapproche deux choses, en l'occurrence la figure de la piété et l'espace humain, c'est-à-dire le possible, la liberté ouverte. Bon, je dis ça un peu brutalement, mais c'est ça l'espace, vous comprenez, le fondamental. Alors, on peut prendre beaucoup d'autres grands vers de Baudelaire, c'est d'ailleurs une question, c'est la citation de l'anthologie qui se pose avec tous les poèmes, en particulier avec ce fait que la poésie, l'œuvre d'un grand auteur s'est réduite de plus en plus à des anthologies, d'anthologies. Je ne suis pas sûr qu'un Français ordinairement cultivé, c'est-à-dire cultivé, ait en mémoire quelques vers de Baudelaire, alors qu'il y a encore 50, peut-être 60 ans, c'était un poète entendu par tous les relais que j'ai dit et enseigné. Oui. Parce que c'est la question. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de relais, selon vous, justement, alors de Baudelaire? Pardon? Pourquoi n'y a-t-il plus de relais pour vous
de Baudelaire Attendez, aujourd'hui? il y en a un pour moi. Il y en a même tout le temps. Je fais allusion... Enfin, je veux dire, quand je dis pour vous, c'est à votre avis. Oui. Non, mais parce qu'il y a une certaine désaffection pour la prendre par cœur, la lecture, c'est-à-dire, disons, généralisons, pour l'entente de sa propre langue en tant que maternelle, mise en rythme poétique. Tout à l'heure, il a été question à juste titre du sonnet, bien entendu, c'est ça, Baudelaire. Alors, si vous ne transmettez pas une certaine jouissance dans le rapport à cette langue qui est la vôtre, la seule, il n'y a qu'une langue, comme ne dit pas Derrida, peu importe, c'est la langue maternelle dans laquelle je pense, je parle et avec laquelle je me permets des choses. Comme ça. C'est la seule langue, disait Hannah Arendt à propos de l'allemand, dans laquelle je puisse me permettre des choses. C'est pas mal, parce qu'au fond, les choses sont là et le poète se permet des choses dans sa langue. Alors, il y a, nous le savons tous, une certaine désaffection pour l'apprentissage par cœur, le morcellement, les anthologies, tout ça qui affaiblit, si vous voulez, une transmission. Donc Baudelaire, voilà. Autant que les autres, pas plus que les autres. Disons, vous parlez là de manière générale, Michel Deguy. Il y a 2 ou 3 très grands poètes dans l'histoire de la poésie française, du milieu du 19e à nous, c'est-à-dire 2 siècles après, et là on pourrait en citer quelques-uns, disons avant le grand affaire du surréalisme, puis la grande affaire d'Apollinaire, ça, et c'est ça qui doit être transmis, c'est ça qui doit. Si on veut préserver une entente dans le langage et l'expérience poétique. Je voudrais que vous nous parliez, pour terminer, Michel Deguy, du thème de la dualité. Chez Baudelaire, vous dites que l'un des axiomes fondamentaux de Baudelaire, c'est celui de la dualité humaine. Dualité de quoi et de quoi? Eh bien, entre quoi et quoi? L'exemple le plus simple, c'est-à-dire précisément la modernité, le beau, la grande affaire de Baudelaire, et d'ailleurs le beau de tous les temps, de tout temps. J'en profite pour rappeler qu'il n'y a pas une beauté chez Baudelaire, mais rien que dans le livre, il y en a au moins 3. Il y a la géante, il y a la passante qui a été lue tout à l'heure, et puis il y a celle qui ne bouge pas, qui n'est pas du tout la beauté de Baudelaire, mais c'est une des beautés. Bon, alors, pour ce qui est de la modernité, il y a une moitié qui vient de loin en arrière, traditionnelle, et une moitié... Ça, c'est le beau universel. Voilà. Non, moi, je ne sais pas. Enfin, il dit la beauté, et l'effort donc, de l'artiste se compose de 2. Il y a d'une part une moitié, on va dire, qui vient d'en arrière, de très loin en arrière, qu'il faut transmettre, tradition. Tout à l'heure, on a effleuré l'architecture, c'est fondamental. Et puis, il y a le Kamchatka, la modernité, ce qui se passe, par exemple, au Jardin des Tuileries, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Donc, c'est les 2 moitiés. De même qu'il y a, à propos de dualité, on pourrait prendre aussi l'exemple, c'est lui qui a inventé cette affaire-là, extraordinaire quand même, de dire la même chose en poème traditionnel, c'est-à-dire versifié, il faudrait parler de l'alexandrin, et en poème en prose. Le même. Et vous pensez qu'il préférait finalement la prose, qu'à la fin, il est passé vraiment, parce que c'est chronologiquement, il est allé plutôt vers la prose? Il n'a pas préféré, il divise les choses. Parce que la langue, notre langue, et pour chaque locuteur de quelque langue que ce soit, c'est vrai, c'est la division, le partage, c'est-à-dire plutôt, on voudrait dire, l'indivision entre le rythme poétique qu'il a reçu derrière et ce qu'on appelle la prose. C'est pas la prose, le bavardage quotidien, c'est la langue entendue de cette autre façon, en autre type de phrase. Voilà une dualité. Donc j'en ai cité déjà 2 des dualités. Et ça, pour vous, c'est ce qui définit Baudelaire? Oui. Non, c'est ça qui définit Baudelaire, pour vous, profondément. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? 2, c'est pas beaucoup, mais enfin, disons, c'est déjà pas mal, la division. Je reviens sur des choses qui ont été effleurées tout à l'heure, qui sont extrêmement importantes. Je me rappelais, en vous écoutant, la phrase extravagante et un peu ridicule de notre Jean-Paul Sartre, qui disait dans son Baudelaire, à certains égards, est une déclaration contre Baudelaire. Baudelaire a passé son temps à déménager. Alors, c'est vrai. C'est la phrase. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait, Baudelaire? Il a déménagé. Alors, on a cette question. Donc, pour Sartre, il ne faut pas l'oublier, c'est un projet fondamental de liberté. C'est pas un déménagement comme ça. Et alors, c'est toute l'affaire de Paris, sur laquelle on peut revenir, si vous voulez.
et sur lequel on aimerait beaucoup revenir, mais nous, vous savez, à la Compagnie des auteurs, on passe le relais, vous comprenez, de la poésie, parce qu'on a envie que les gens écoutent de la poésie, et c'est Jacques Bonafé, le coureur de fond, qui, chaque jour, passe le relais à la Compagnie des auteurs. On l'écoute. Bonjour, Charles Baudelaire, la poésie. On apprenait le spleen de Paris, l'invitation au voyage, là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. On apprendrait encore. On aimerait apprendre la musique. La musique, on connaît. La musique, souvent, me prend comme une mer. Vers ma pâle étoile, sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, je mets à la voile, et homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image, tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mère, nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Autre petite musique, d'autrefois calme, plat, grand miroir, de mon désespoir, on retrouve notre Baudelaire. Et la passante, la rue assourdissante autour de moi hurlait, longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Et la servante au grand cœur, dont vous étiez jalouse, et qui dort son sommeil sous une humble pelouse. Nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs. Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs. Et quand octobre souffle, émondeur des vieux arbres, son vent mélancolique alentour de leur marbre, certes, ils doivent trouver les vivants bien ingrats à dormir comme ils font, chaudement dans leurs draps, tandis que dévorés de noires songeries, sans compagnon de lit, sans bonne causerie, vieux squelettes gelés, travaillés par le ver, ils sentent s'égoutter les neiges de l'hiver et le siècle coulé, sans qu'amis ni famille remplacent les lambeaux qui pendent à leurs grilles. Pour se consoler, les morts ont le mort joyeux. Dans une terre grasse et pleine d'escargots, je veux creuser moi-même une fosse profonde où je puisse à loisir étaler mes vieux os et dormir dans l'oubli comme un requin dans l'onde. Je hais les testaments et je hais les tombeaux, plutôt que d'implorer une larme du monde. Vivant, j'aimerais mieux inviter les corbeaux à saigner tous les bouts de ma carcasse immonde. Ô ver, noir compagnon sans oreilles et sans yeux, voyez venir à vous un mort libre et joyeux, philosophe viveur, fils de la pourriture, à travers ma ruine, allez donc sans remords et dites-moi s'il est encore quelque torture pour ce vieux corps sans âme et mort parmi les morts. Voilà Jacques Bonafé qui nous accompagne donc dans cette semaine baudelairienne, quitte à répéter un peu les mêmes poèmes. Semaine baudelairienne qui se poursuivait aujourd'hui grâce à Didier Blonde et Michel Deguy. Didier Blonde dont le livre Baudelaire en passant est publié par Gallimard et Michel Deguy dont l'essai La Pietà Baudelaire est toujours disponible chez Belin. Je signale aussi l'apparition en octobre dernier de son autobiographie entre guillemets, chez Galilée, sous le titre La vie subite. La Compagnie des auteurs, c'est à la réalisation Laurence Millet, à la préparation Corinne Amar, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Eva Le Sceau et aujourd'hui aux manettes Élise Le. Demain, Baudelaire encore, nous nous demanderons s'il était davantage moderne qu'anti-moderne ou classique, ce sera avec Mathieu Vernet. Mais tout de suite, sur France Culture, vous avez rendez-vous avec la méthode scientifique par Nicolas Martin. Très bonne journée à toutes et à tous.